vous suivez donc On en parle à Taïwan, qui vous est présenté cette semaine par Florian Dai, Lisa Dufaux et Sasa. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, moi, je vous parlerai de temples. D'accord. Oui. Ok. Alors, de mon côté, je vous parlerai de la campagne électorale. Et moi aussi, d'une plainte qui a été déposée par rapport à la campagne électorale cette année. Est-ce qu'on commence par les temples d'abord? Allez. Alors, moi, je voulais vous parler d'une procession religieuse à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister dimanche, puisque je suis allée au temple de Qingshan dans le quartier de Wanhua, à Taipei. C'est un temple dont l'histoire remonte au 19e siècle, puisqu'il a été construit en 1854. Donc, sur l'échelle de l'histoire taïwanaise, c'est plutôt... Très vieux. Très vieux, voilà. Très, très, très vieux. Donc, c'est un des plus vieux temples de Taipei, et il est situé dans le quartier de Banga, ou Wanhua, qui est la zone historique de Taipei, pas très loin du temple Longshan. L'événement le plus important de l'année pour ce temple, c'est une cérémonie qui est organisée chaque année entre le 20e et le 22e jour du calendrier lunaire, qui célèbre l'anniversaire du roi Qingshan, qui a aussi un autre nom, Ling'an Zunuang. Donc il y a plusieurs cérémonies sur plusieurs jours, mais moi ce à quoi j'ai pu assister, c'était la procession de différentes divinités et bodhisattvas d'autres temples du quartier qui sont invités à venir rendre visite au roi Qingshan et à son temple. Et donc ce roi Qingshan, c'est une divinité taoïste qui est originaire de Quanzhou, dans l'actuelle province du Fujian, et selon l'histoire, il s'agirait d'un célèbre général de la période des Trois Royaumes, au IIIe siècle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de divinités taoïstes qui sont originaires de cette période, en fait. D'accord, je sais pas, je suis pas spécialiste. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est sympa là, le fait d'inviter les autres divinités à lui rendre visite. Oui. Voilà, donc ce général, il s'appelait Zhang Gun et il servait le seigneur de guerre Sun Quan dans le royaume de Wu, qu'il avait envoyé justement à Quanzhou pour gouverner la ville, et ses qualités d'administrateur lui ont valu d'être déifié plus tard en divinité protectrice, capable de protéger ses fidèles des maladies, et aussi de punir ceux qui font le mal, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas une divinité. Donc, c'est une divinité qui a particulièrement été sollicitée par les fidèles taïwanais pendant l'épidémie de SARS, en français, entre 2002 et 2004, mais aussi pendant la pandémie de Covid-19. Voilà, donc les gérants du temple m'ont expliqué qu'il y avait 2 processions le soir, pendant 2 soirs, et aussi le même soir, il y a 2 différents quartiers, pardon. Un premier soir, c'est la première partie d'un quartier, et le deuxième soir, c'est la deuxième partie, peut-être parce que c'est trop grand, je sais pas exactement pourquoi, et parce qu'il y a beaucoup de monde. Cette procession, elle vise en fait à purifier le quartier, à chasser les mauvais esprits, tout ce qui pourrait être impur ou causer de la malchance ou faire du mal aux habitants. Et donc, en tant que spectateur, ce qui était intéressant de faire, c'était justement de suivre cette procession et de se déplacer pour voir les différents groupes qui y participaient, parce qu'ils ont tous quelque chose de particulier. Même si je vous avoue que j'ai pas tout compris de ce qui se passait. Donc il y avait beaucoup de musique de Baekwan, mais aussi des sortes de grandes trompes que j'ai vues pour la première fois et qui faisaient vraiment un très beau son, je trouvais. Mm-hmm. Malheureusement, j'ai pas d'extrait à vous faire passer. Mais moi, ce que je voulais surtout voir, c'était les 8 généraux, les Bajadians. Je trouve qu'ils sont fascinants avec leurs masques, et puis voilà. Et malheureusement, ils sont passés en vitesse devant le temple, en courant même. Ah ouais, ouais. C'est comme le Tour de France, en fait, on voit pas grand-chose. Voilà, parce que ça va trop vite. Il y avait une voix du temple qui parlait dans un haut-parleur, qui disait à tout le monde de se dépêcher pour présenter leurs hommages et de s'en aller vite fait. Ce qui fait que j'ai pas bien pu voir, et puis j'avais amené une amie étrangère pour lui montrer. Je lui ai dit, tu dois voir au moins une fois ça à Taïwan. Puis finalement, ils ont rien fait, donc on était un peu déçus. Mais du coup, c'était quoi comme procession? La statue était sortie et promenée dans la rue ou Oui. D'accord. Mm-hmm. Voilà. Et tout le monde la suivait, du coup, selon un itinéraire. Et donc, elle était dans son petit palanquin porté par plusieurs personnes. Il y avait plusieurs palanquins même. Et donc, ces 8 généraux, ils portent tous des armes ou des instruments de torture et ils sont des sortes de gardes du corps qui escortent le roi Qingshan. Et donc, ils sont chargés de purifier les rues pour préparer la voie à cette divinité dans son palanquin. Et au temple Qingshan, ils ont la particularité d'être guidés par un enfant qui s'appelle Inlu Tongzi, qui s'appelle aussi l'enfant grue blanche, Bai He Tongzi, qui les guide en fait à travers le quartier, qui a un très joli maquillage avec des contours dorés,
et aussi des ailes de grue peintes sur ses 2 joues, et un petit nez rouge qui apparemment, selon Tiphaine, symbolise le bec. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour symboliser que c'est plus long que son nez, son vrai nez, je sais pas. Ou parce que la grue a un peu de rouge sur son front, aussi dans les peintures chinoises traditionnelles. Peut-être. Donc ce garçon guide, il était vraiment super mignon. Voilà, trop chou. Et il tient une lanterne ou une gourde pour guider ses généraux. Mais surtout, ce qui rendait très difficile de voir quoi que ce soit, c'était le fait qu'il y avait énormément de monde. Et vraiment, j'exagère pas, c'était plus que jouer des coudes, quoi. Si on venait pas se positionner 1 heure avant, c'était littéralement impossible de voir quoi que ce soit. Wow. Tellement il y a de monde, tellement il y a de foule. Et en fait, l'espace qui est devant le temple, il est très, très exigu. Il n'y a pas vraiment la place pour mettre une telle foule. Donc il fallait donc vraiment se tenir sur la pointe des pieds pour essayer de voir quelque chose. Donc j'ai quand même réussi à me mettre sur une des marches du temple, donc je voyais un petit peu mieux que beaucoup de monde, mais quand même pas grand-chose. Voilà. J'ai quand même pu voir au moins 2 couples de Chie Baye. Alors, est-ce que vous connaissez la légende de Chie Baye ? Non. Alors, il y a plusieurs légendes. Mais alors, moi, celle que j'aime bien, c'est celle qui dit que c'était deux sortes de shérifs qui conduisaient un prisonnier qui s'était échappé. Et ils se seraient séparés pour le chercher, se promettant de se retrouver sous un pont à une certaine heure. Et l'un d'eux a eu du retard à cause des fortes pluies. Et son ami, lui, il attendait sous le pont. Et bon, vous connaissez un peu tous ces concepts, je sais pas, confucianistes, voilà, sur le fait qu'il faut être loyal et puis toujours être fidèle à sa parole. Alors du coup, l'ami, il s'est dit, je lui ai dit que j'attendais sous le pont, alors j'attends sous le pont. Donc il est resté sous le pont, et puis ils l'ont monté, et puis il a fini par se noyer. Voilà. Et bref, c'est la fidélité portée à son plus haut point. Voilà, donc il a refusé de partir parce qu'il voulait pas rompre sa promesse, j'imagine. Donc il a fini par se noyer, et son ami qui est revenu en retard, il était tellement dévasté de voir ça qu'il s'est pendu. Donc vraiment 2 catastrophes le même jour. Et toujours selon cette légende, l'empereur de Jade aurait été tellement impressionné par cette amitié, par leur loyauté réciproque, qu'il les aurait nommés gardiens des enfers. Et donc c'est pour ça qu'il y en a un qui a le visage noir parce qu'il s'est noyé, donc il a tout le visage boursouflé comme ça. Ah mais oui, les statues. Et l'autre qui est plus grand et qui a la langue qui pend parce qu'il s'est pendu. Ouais, et l'histoire varie selon les versions. Parfois c'est des militaires, des fois ce sont des simples paysans qui s'étaient donné rendez-vous et qui étaient des très bons amis. Donc voilà, c'est la petite histoire. Les masques sont impressionnants. On les voit toujours, et puis ils ont des énormes bras comme ça qui font ce mouvement de balancier. Je crois maintenant que quelqu'un m'avait raconté l'histoire en effet, mais j'avais oublié. Oui. Et autre chose qui a marqué la soirée du dimanche, c'était le passage de Kowenje qui était venu prier devant le temple et porter le palanquin, tout comme Royoi qui était déjà passé, et Lai Ching-de qui lui s'est rendu au temple lundi, parce que les cérémonies religieuses organisées dans les temples taïwanais, c'est souvent l'occasion pour les hommes et les femmes politiques, qui soient ou non en campagne, de venir chercher ou renforcer leur soutien de la population locale en montrant leur piété et aussi leur intérêt pour la religion et la culture locale et tout simplement la vie du quartier. Voilà. Et donc ça fait une transition vraiment parfaite pour parler des élections, puisque Sarah, je crois que tu veux nous parler aussi des élections. Oui, tout à fait, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de rallyes, même si ce sera surtout fin décembre, début janvier qu'il y en aura. Mais oui, c'est intéressant de voir ces déclarations des personnalités politiques depuis les temples. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des grandes lignes de démarcation entre les 3 candidats à la présidentielle sur la question notamment des relations avec la Chine, parce que c'est toujours un peu en filigrane à Taïwan, même si bien sûr, il n'y a pas que ça qui fait l'élection, il y a aussi des sujets internes. Une des parties principales, surtout pour l'élection présidentielle, autant moins pour les élections locales ou législatives, mais pour les présidentielles, je dirais que c'est presque un des principaux facteurs. Donc effectivement, oui. Et c'est un sujet sur lequel les différents candidats se démarquent les uns des autres. Alors le ticket, entre guillemets, c'est-à-dire pour le candidat à la présidence et vice-présidence du DPP, donc Lai Ching-de et Xiaobi Kim,
eux, ils mettent vraiment en avant leur expérience par rapport aux relations interdétroits, le fait qu'ils ont déjà été dans l'administration, aux affaires, ils connaissent les affaires publiques. Donc, c'est la carte, entre guillemets, de la stabilité, de l'expérience. Et surtout, la continuité aussi. Voilà, Tsai Ing-wen. Surtout à travers la candidate à la vice-présidence Xiaobi Kim, qui est réputée être assez proche de Tsai Ing-wen. Donc c'est effectivement aussi s'inscrire dans la continuité de la présidente actuelle. Et en revanche, le Kuomintang, le KMT, donc pour eux, ils jouent vraiment sur la question de la Chine par rapport au DPP, au point de pratiquement résumer la situation avec le slogan « Cette élection, c'est un choix entre la guerre et la paix ». Il faut comprendre entre le DPP et le KMT, selon leur vision des choses, parce que selon Roh Yo-hee, donc le candidat à la présidence, depuis que le DPP... Tu veux dire que si c'est le DPP, ce sera la guerre avec la Chine. Voilà, et si c'est le KMT, ce sera des relations plus apaisées, selon lui. Ce qu'ils ont dit depuis 2 campagnes électorales et puis qui finalement ne s'est pas avéré. Alors ça, je sais pas, parce que si tu vois... Il n'y a toujours pas de guerre avec la Chine. Oui, mais il n'y a pas de guerre, mais selon lui, en tout cas, je rapporte ce qu'il dit, il a constaté quand même que depuis 8 ans que le DPP est au pouvoir, il y a des mesures de rétorsion économique de la Chine, par exemple, qui n'importent plus certains fruits de Taïwan. Il y a aussi de plus en plus d'avions militaires autour de Taïwan. Et donc, le KMT veut retourner au consensus de 92 et aussi au fait que les Taïwanais et les Chinois sont une grande famille. Voilà, donc c'est vraiment, ils jouent pas du tout la même carte. Et bien sûr, ce qui fait réagir le DPP en disant, par exemple, la réponse de Xiaobi Kim du DPP, c'est la guerre avec la Chine n'a jamais été une option. Donc effectivement, ce qui est vraiment exactement le même vocabulaire, enfin les mêmes expressions utilisées par Lai Ching-te et Tsai Ing-wen en fait. Et en fait, ils sont... C'est toujours le même vocabulaire, même Lai Ching-te, depuis qu'il est officiellement en campagne. Il a vraiment la même position interdétroit que Tsai Ing-wen, en fait. Oui, tout à fait. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis qu'il est candidat, en fait. Parce qu'avant, effectivement, il était plutôt vu comme quelqu'un de plutôt... plus pro-indépendance, indépendantiste. Mais c'est plus le cas maintenant. Alors, quant à Ke Wen-je, le 3e candidat du Parti populaire taïwanais, qu'on surnomme Ke-pi, professeur Ke. Donc, il ne faut pas le sous-estimer non plus parce qu'il a quand même de bons résultats dans les sondages. Et alors, lui, il joue la carte ni bleu ni vert. On a déjà vu ça ailleurs. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que les couleurs de sa campagne, c'est la couleur azur. Donc, c'est-à-dire entre le bleu et le vert. C'est vraiment rigolo. Et donc, lui, il estime qu'il faut une 3e voie assez forte à Taïwan et que le débat ne peut pas se limiter à 2 partis. Et notamment, il dit que le fait qu'il n'y ait pas d'alternance pendant si longtemps à Taïwan, ça mène éventuellement à des abus de pouvoir et à la domination d'un seul parti. Donc, il espère notamment que son parti aura la majorité... qu'aucun parti aura la majorité au yuan législatif, grâce justement à la montée en puissance de son propre parti. Bon, pour l'instant, son parti n'a que 5 sièges sur 113. Donc, s'il veut y réussir, ça va demander pas mal d'efforts. Mais il pourrait avoir les 5 sièges qui sont juste au milieu pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre si les 2 autres forces sont à peu près équilibrées. Oui, tout à fait. Donc, il suffit parfois juste d'un siège selon... Ouais. C'est vrai. Et donc, mais lui, il est quand même, en tout cas, dernièrement, il est quand même plus proche du KMT sur ses positions, même s'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Roh Yo-hee, avec tout ce feuilleton. Et effectivement, Tsai Ing-wen aussi, lors d'un rallye dans un temple, il y a quelques jours, elle a répondu indirectement à cette accusation de Ke Wen-je en disant qu'il y avait des élections tous les 2 ans à Taïwan, si on compte aussi les élections locales, et donc qu'il n'y a pas de
d'un parti dominant. Les Taïwanais peuvent, en fait, quand ils veulent exprimer leur mécontentement grâce à ces nombreuses élections. Mais en fait, lors du même discours, elle a vraiment remercié les députés du DPP, qui sont en majorité, parce qu'elle a dit, voilà, si j'ai pu passer toutes ces politiques, c'est aussi grâce au fait au soutien des députés du DPP. Donc voilà, elle se contredit un petit peu. Et donc c'est intéressant de voir quand même qu'il y a eu certains cas de cohabitation. Après, pour les élections locales, c'est vrai que le KMT avait fait des très bons scores il y a 2 ans. Tout à fait, mais c'est pas la même chose. C'est pas au Parlement. C'est pas au Parlement. Et faut pas exclure la possibilité d'une cohabitation, puisque sous Chen Shui-bian, lors du premier gouvernement du DPP, en fait, au yuan législatif, la majorité était bleue, donc KMT plus ses alliés. Donc voilà, suspense pour les élections du 13 janvier. On va voir s'il y aura seulement une vraiment domination de 2 partis au Parlement ou s'il y aura l'émergence d'un 3e parti. Voilà, je finis là, c'est déjà beaucoup. Il y a d'autres partis aussi qui seront en lice pour les élections législatives. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, ça fait un peu trop pour en parler. Oui. En tout cas, on ira courir les meetings de campagne pour vous et puis on vous racontera ce qui est si dit. Et alors justement, j'avais envie de rebondir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, Sarah, la collaboration entre le Kuomintang et le Parti du Peuple, donc KMT et TPP, puisque effectivement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord au niveau présidentiel, même si au niveau législatif, pour certaines régions, un parti ne propose pas de candidat pour soutenir le candidat de l'autre parti. Et donc là, il y a effectivement certains accords qui se sont mis en place. Donc, au niveau présidentiel, c'est tombé à l'eau. Et par contre, donc, en fait, ils ont tenu des négociations pour essayer d'avoir un seul candidat présidentiel, donc soit Hou Ui, soit Ko Wen-je, pendant une bonne partie du mois de novembre surtout. C'était là que c'était le plus intense, avec notamment une réunion le 15 novembre qui a fait lever les sourcils, puisque à ce moment-là, ils s'étaient mis d'accord pour prendre les résultats des sondages d'opinion réalisés soit par des sources tierces, soit certains par le KMT et d'autres par le TPP, afin de déterminer qui occuperait le poste de président ou de vice-président sur un ticket commun. Et finalement, aucun accord n'a été trouvé et les 2 hommes se sont présentés indépendamment aux élections en tant que candidats présidentiels. Sauf que le problème, c'est que dans une de ces réunions, donc ils ont mené des négociations et un groupe taïwanais indépendantiste qui s'appelle Taiwan Go, donc littéralement pays de Taïwan, a porté plainte en disant que dans les négociations, ils ont contrevenu à la loi sur les élections parce qu'ils avaient préparé notamment une future répartition des postes clés. Et les lois autorisent dans une certaine mesure les négociations, mais pas la distribution du pouvoir plus tard, parce que du coup, ça interfère avec le droit de se présenter soi-même en tant que candidat, le droit à être élu, puisqu'il y a une sorte de négociation de si tu veux bien ne pas te présenter, alors je te donnerai ces trucs-là. C'est une espèce de pas chantage, mais en échange des petits arrangements en fait. C'est ça. Et donc je te donne ça, toi tu me donnes ça. C'est pas qu'on a un idéal commun, donc on fait cause commune. Avant les élections, c'est vraiment se faire une répartition trop précise pour que l'autre accepte d'avoir le poste de vice-président. Donc cette organisation critique ça, c'est ça ? A critiqué et porté plainte. Et donc, les 4 personnes qui sont surtout impliquées dans ces débats, c'est-à-dire les candidats Hou Ui et Ko Wen-je, bien sûr, mais également le directeur du KMT, Eric Zhu, président du KMT, Eric Zhu, Zhu Lilun, ainsi que l'ancien président Ma Ying-jeou, qui est aussi affilié au KMT. Donc, sont tous les 4 poursuivis. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte ? Et une enquête a été ouverte.
Donc c'est lundi, en tout cas depuis lundi, on n'a pas encore plus de nouvelles pour l'instant, mais voilà, ils sont accusés. Alors le nom en chinois, c'est assez comique. Ils sont pas encore officiellement accusés. Ils sont pas encore officiellement accusés, mais une enquête a été ouverte. Là, c'est juste pour déterminer s'il y a des éléments, oui ou non. C'est ça. C'est ça, c'est le bureau du procureur du district de Taipei qui a inscrit ces 4 personnes en tant qu'accusées pour enquête. Et l'accusation, en fait, c'est littéralement... en chinois, ça s'appelle Cuo Yuanzi Tang. Donc, Cuo, c'est rouler entre ses paumes. Et des yuanzi, ce sont les boulettes faites avec de la farine de riz gluant. Et tang, c'est une soupe. Donc, en fait, c'est préparer une soupe... c'est une sorte de soupe sucrée. Et les boulettes sont souvent fourrées avec soit de la pâte de sésame, soit... des cacahuètes, des haricots rouges. Il y a plusieurs saveurs. Donc, ce sont des boulettes qu'on mange soit en dessert, soit le soir, enfin, surtout en hiver, ou bien à la fête qui tombe 15 jours après le Nouvel An chinois, la fête des lanternes, ou à l'arrivée de l'automne, de l'hiver, donc aussi. Voilà, donc c'est quoi le lien en fait Alors, effectivement, quand on voit, ils sont accusés de préparer des boulettes. Ils ont fait des soupes de riz gluant, c'est ça. C'est là que se pose le mystère, et c'est là que il faut faire appel à l'histoire de Taïwan et à son histoire linguistique en particulier, puisque ces boulettes, donc yuanzi en chinois, se prononcent en japonais dango, et c'est très proche de dango, qui signifie négocier. Et donc, ils sont accusés de faire des négociations, en fait, au-delà de ce qui est autorisé avant que les élections aient lieu. Et oui, c'est intéressant, toutes ces questions liées aux différentes langues, en fait, dans les élections. La semaine dernière, j'avais parlé d'un jeu de mots entre l'anglais et le mandarin, avec Made in Taiwan. Je sais pas si tu as écouté. On en parle à Taïwan. J'ai pas écouté, mais je me rappelle d'avoir vu cette affiche. Voilà, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière si vous ne savez pas encore. Et là, dernièrement, j'ai vu Hou Yu-ih, donc le candidat du KMT, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt le parti qui est plutôt pour un rapprochement avec la Chine, qui s'exprimait en taïwanais en disant oui, il y a certaines personnes qui estiment que je suis trop proche de la Chine, mais moi je suis un poulet du terroir. Poulet du terroir. Bon, il disait ça en taïwanais en fait. Tonkei, je crois que ça se dit. Enfin, je suis pas spécialiste, hein, mais Notre voilà. niveau de taïwanais n'est pas encore assez bon, mais bientôt. C'est la période de cours intensifs de taïwanais pour nous avec les élections. Et donc voilà, c'était assez intéressant de voir aussi. D'ailleurs, c'était un des sujets de recherche de Johan Goudin, qu'on avait interviewé, voilà, qui faisait des recherches sur l'utilisation des différentes langues dans les élections. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est stratégique au KMT. Parce que, en fait, Hou Yu-ih, même s'il est du KMT, il est Panchangjan. En fait, sa famille est à Taïwan depuis plusieurs générations. En revanche, il a choisi un candidat à la vice-présidence, Zhao Shaokang, qui est, lui, en fait, deuxième génération de continentaux, Waishengren. Donc, pour ratisser un peu plus large du côté de l'électorat bleu, très très bleu. Très bleu, ouais. Et voilà, c'est intéressant de voir toutes ces questions-là de stratégie. Mais Shao, ça m'étonnerait pas qu'il parle taïwanais aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de deuxième génération de continentaux en fait qui parlent très bien taïwanais, parce que ils ont, souvent, même surtout en dehors de Taipei, parce que en fait ils ont dû grandir à une époque où les gens à la maison parlaient surtout taïwanais. Donc ils ont dû s'adapter, en fait. Peut-être qu'ils le parlent avec souvent ils le parlent avec un petit accent.
ou peut-être pas parfaitement, mais ils le parlent plutôt bien en général. C'est pour ça que ça dépend, honnêtement, parce que c'était quand même interdit ou très très mal vu de parler taïwanais pendant très longtemps, mais, beaucoup de gens du KMT ont appris le taïwanais pour savoir ce que les Taïwanais disent. C'est comme ça. Parce que les gens qui allaient à l'école, certes, mais en dehors de l'école, quand les enfants se voyaient, les enfants parlaient taïwanais. Ça dépend lesquels, parce qu'à l'école, ils n'avaient pas le droit de parler taïwanais. En dehors de l'école, je veux dire. Oui. Donc, en principe, les deuxième génération, ils parlent bien taïwanais quand même, avec un accent. Et leurs parents, souvent, eux, ils n'ont pas réussi à apprendre, ou alors ils parlent très mal, ou alors ils ne parlent pas du tout. Pour Zhao Shaogang. Ouais. On demandera à Yohan Goudin qui a dû suivre ça de très près. Et alors, il paraît effectivement que... Mais souvent, on se moquait de l'accent de Ma Ying-jeou quand il parle taïwanais. Mais je trouve que c'est quand même tout à son honneur de pouvoir le parler. C'est quand même bien, parce que c'est pas facile. Ce que m'avait dit Yohan Goudin, c'est que même Chiang Kai-shek apprenait le taïwanais pour comprendre en fait ce que les autres disaient. Oui, beaucoup de Taïwanais beaucoup de continentaux qui travaillent dans les renseignements l'ont appris pour ça. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est intéressant de voir quand même que juste après l'annonce du choix du candidat à la vice-présidence du KMT, en fait, les sondages en faveur de Roh Moo-hee ont beaucoup augmenté. Ils sont passés devant Ko Wen-je. Donc, peut-être que ça a eu un impact pour rassembler plus de personnes du côté bleu. Bon, après, il y a encore à peu près un mois avant les élections. Mais un mois, waouh, ça passe vite. C'est bientôt, c'est demain. Hein. C'est fou. Et une autre chose intéressante que j'ai remarquée dans cette campagne dernièrement, c'est que Lai Ching-te et Roh Moo-hee, donc les candidats du DPP et KMT à la présidence, ils sont tous les deux pour une augmentation du salaire minimum. Là, pour le coup, ils sont d'accord. Mais c'est sûr que c'est une mesure qui est très populaire. Voilà, c'est pas étonnant avant les élections. Et il faut dire que même en dehors des périodes électorales, ce salaire est augmenté presque systématiquement chaque année d'un petit peu. Après, la question, c'est de combien. Oui, ça, c'est depuis quelques années à peine. Hein. Il y a quand même une différence. C'était pas le cas avant. Hein. Il y a quand même une différence, justement, substantielle entre Lai Ching-te et Roh Moo-hee, parce que Lai Ching-te, lui, il a rappelé que le DPP a récemment soumis un projet de loi au yuan législatif pour une augmentation de 4% du salaire minimum, mais pas pour les travailleurs migrants, parce qu'ils ne sont pas soumis à la même loi du travail. Fondamentale sur le travail. Et Roh Moo-hee, lui, propose carrément une augmentation d'environ 20% du salaire minimum, qu'il veut porter des 26 400 $ taïwanais actuels à 33 000. Donc ce serait carrément une grosse augmentation. Après, voilà, s'il est élu, il faut voir s'il le fera ou pas. Quant à Ko Wen-je, lui, il pense que le problème à Taïwan, le problème des bas salaires, parce qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui ont des bas salaires, ça vient plutôt du système éducatif qui ne forme pas assez bien les jeunes d'après lui. Et donc pour lui, la priorité doit être la réforme du système éducatif, et il prône aussi une augmentation de la part de ce que les employeurs cotisent pour la retraite de leurs employés, qui est pour l'instant 6% de leur salaire. Et à Taïwan, c'est un système par capitalisation, donc c'est un peu différent de la France. Voilà, donc lui, il est encore une fois dans son rôle d'alternative troisième voie, il veut pas la même chose. Voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir effectivement les différentes propositions, de se demander aussi est-ce que c'est réaliste ou pas, qu'est-ce qui a été fait avec les autres. Donc, une campagne qu'on continuera à suivre avec intérêt et à vous partager. C'était On en parle à Taïwan, présenté par Florian Dai, Lisa Dufaux et Sasa. Salut